Très heureux de vous savoir fidèle à ces rendez-vous hebdomadaires dans le cadre de votre émission Perspective. Comme vous le savez, deux sujets à caractère politique et un sujet sportif ont volé la vedette de l'actualité en ce week-end du 27 septembre 2014. Il s'agit du discours du chef de l'État à la 69e session des Nations Unies et de la marche de l'opposition en ce qui concerne le sujet politique. En sport, les demi-finales de la Champions League qui ont opposé l'ASV Club au cercle sportif Faxia et le tout-puissant Mazembe à l'entente sportive de Sétif d'Algérie. Comme vous le savez, l'ASV Club passe et Mazembe trépasse, dirait notre confrère Le Palmarès. Pour en parler sur ce plateau, M. Pierre Kangoudia, il est secrétaire national de l'Union pour la nation congolaise, UNC. Il est plus précisément secrétaire général en charge de relations avec les partis politiques et suivi des accords. Bonsoir, M. Pierre Kangoudia. Bonsoir, monsieur. Je suis heureux de vous avoir à nouveau sur ce plateau. Très rapidement, vous jouez un peu de foot, vous? Oui, j'ai beaucoup joué au foot jeunesse et même un peu plus tard, mais aujourd'hui, le poids de l'âge et surtout les charges qui sont les miennes en ce moment, je ne peux plus me livrer à ce sport que j'aime beaucoup. La passion de foot vous est restée intacte, il me semble. J'ai été longtemps élu au comité de direction de Daring Club Motema Pembe en tant que premier conseiller pendant 7 ans sans interruption. Tout à fait. Donc je suis quelqu'un qui, Alors, le milieu de sport... très rapidement, un petit commentaire par rapport aux deux rencontres sportives qu'on a connues ce week-end. On aurait eu deux équipes de la République démocratique du Congo en finale. J'aurais bien voulu, comme tous les Congolais, que la finale de la Coupe des Champions League africaine puisse se jouer entre nos deux clubs, c'est-à-dire l'ASV Club et le tout-puissant Mazembe. Nous avions nourri beaucoup d'espoir et compte tenu des performances alignées par ces deux clubs, nous pensions que cela était possible. Et j'avais même suivi le match aller de TP Mazembe. Je me disais qu'à 2-1, tout était jouable. C'était remontable. Voilà. Mais il y avait eu une erreur. Le deuxième but marqué par l'entente Sétif en Algérie aurait pu être évité. J'avais vu un peu l'abattement de beaucoup de nos joueurs, les joueurs de Mazembe. Malheureusement, ils ont remonté hier jusqu'à 3-1, mais encore une erreur qui a fait que Sétif puisse réduire la marque et donc se qualifier, bien qu'ayant été battu par les tout-puissants Mazembe. Mais ce n'est que partie remise. Mazembe, ces derniers temps, c'est l'équipe la plus performante de notre pays. Je pense qu'ils vont remonter la pente avec leur président, avec... l'entraîneur, qu'ils ne commettent pas l'erreur de renvoyer l'entraîneur. Ils ont Patrice Carteron, qui est un très bon entraîneur. Bon, il faudra certainement revoir l'effectif de Mazembe pour rendre cette équipe davantage performante. D'accord. Alors, parlons... Et je souhaite beaucoup de chance à l'ASV Club pour que cette équipe puisse nous ramener la coupe et participer à la Coupe du Monde de club. Il y a 40 ans que l'ASV Club n'a pas ramené de coupe. Tout à fait, depuis 41 ans, la coupe, l'unique coupe de club gagnée par l'ASV Club, c'était en 1973. Beaucoup qui nous suivent ce soir n'étaient pas encore nés, mais nous l'avions suivi avec les Kembo, les Mayanga, les Kibonge. C'était les Mavuba. C'était une coupe merveilleuse. Très bien, donc toutes les chances et que le Dieu de nos ancêtres, celui-là existe en tout cas, qu'il puisse nous entendre et que au moins cette année l'ASV Club nous ramène la coupe de la Champions League. C'est le tournoi le plus prestigieux pour l'instant, après la Coupe du Monde. Tout à fait. Alors, rapidement, M. Pierre. C'est une équipe très performante. Ces derniers, il faut le reconnaître. Je les ai vus jouer, et notamment ici face à Mazembe, face aux autres équipes venues
des pays africains, je les ai vus, donc les joueurs ils sont très bons et l'entraîneur a fait du bon travail. Quand des choses sont positives, il faut les saluer, continuer à les encourager pour que les gens puissent aller de l'avant. C'est un Darigman quand même qui parle. Oui, mais je suis un sportif. Et vous parlez en nationaliste congolais, c'est ce que tous les compatriotes doivent apprendre à faire. Tout à fait, je soutiens à 100%, même à 200% l'Asvel Club. Puisque quand je sors de Kinshasa, je sors de l'Afrique, par exemple, congolais. Les gens ne diront pas que, ah non, c'est pas Motema Pembe qui a gagné. Encore qu'aujourd'hui, je ne sais même plus si on est Daring Club ou bien Renaissance. Bon, ça, c'est une autre paire de manches. On en parlera une autre fois. Une autre fois, très bien. Donc, Monsieur Pierre Kangoudia, parlons de votre marche, la marche de l'opposition. Une chose est vraie, il y a eu une assez bonne mobilisation, mais il y a eu également des absences remarquées et remarquables. Fayoulou n'était pas là, Olenganko n'était pas là, les MLC n'étaient pas là. Est-ce qu'il y a eu un problème qui puisse justifier leur absence? Ben, je ne sais pas. Nous avons appelé à la marche tous les Congolais, c'est-à-dire les partis politiques, les associations, les ONG, tous ceux qui se battent contre la révision de la Constitution dans notre pays, tous ceux qui se reconnaissent dans ce combat, qu'ils devaient venir marcher avec nous. Bon, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup de partis politiques, même ceux qui n'avaient pas travaillé avec nous dans l'organisation de cette marche qui sont arrivés. On a vu Franck Diongo qui n'est pas souvent présent quand non, mais il s'est approprié ce combat parce que nous avons le même discours. Ce que je remarque d'abord, c'est ceci. Au niveau de l'opposition, presque tous nous parlons le même langage. C'est ça ce qui est positif, c'est-à-dire tout le monde se bat contre la révision de la Constitution. Cette Constitution que nous avons aujourd'hui ne nous empêche pas de lutter contre les antivaleurs, de lutter contre la corruption, d'améliorer les conditions de vie des Congolais. Donc ce n'est pas là le problème. Nous nous battons pour que cette Constitution ne soit jamais révisée ni modifiée. Et je me répète, la plupart ou pratiquement tous les partis politiques de l'opposition sont d'accord avec nous sur ce point. Maintenant, il peut y avoir un problème de protocole, un problème de méthode et tout ça. Tel n'apprécie pas que l'on puisse faire la marche. Il faut plutôt rester au niveau des plateaux de télévision et diffuser des communiqués. Ça, ce sont des problèmes assez que je banalise. C'est mineur. C'est mineur et ce n'est pas ça ce qui devrait nous diviser parce que sur l'essentiel, nous sommes d'accord. Alors, vous croyez avoir réussi votre marche ou pas, encore que vous avez violé la consigne que vous avez convenue avec l'hôtel de ville? Conséquence, le gouverneur s'en est plaint. Nous n'avons pas violé la consigne. Nous avons fait la marche. C'est plutôt le gouverneur qui a restreint l'itinéraire d'abord. Nous devrions commencer à partir de la place Pascal au niveau de Kingasani jusqu'au boulevard Triomphal. Mais pour le gouverneur et les services de la police, ils ont dit qu'il n'est pas question pour vous de vous déployer à partir de Pascal. Vous devez entamer votre marche à partir de l'échangeur. C'était pour des raisons de logistique, d'éléments qui devaient vous encadrer. Oh, vous vous êtes rendu compte que les gens ont été tellement calmes, sérieux, il n'y a pas eu de débordement. Nous-mêmes, nous avons encadré tous les manifestants jusqu'au point de chute, il n'y avait pas de problème. Et sur le parcours, on n'a pas vu beaucoup de policiers. Il y a peut-être une centaine, qu'est-ce que je peux dire, mais il n'y a pas eu de débordement. Vous avez mobilisé combien de gens? Ça, je ne peux pas vous dire parce que moi, j'étais en train de marcher. Moi, j'ai dit qu'il y avait plusieurs dizaines de milliers de manifestants. Bon, vous avez vous-même vu ce qu'on a appelé la bataille des chiffres. Quelqu'un a commencé par dire non, ils sont à 2000 et puis lui-même, c'est même de la presse étrangère, 2000 et puis il dit non, ça devait être 3000 et puis c'est 5000 ainsi de suite. Bon, ça a augmenté au fur et à mesure que les gens montraient les images. C'est pour vous dire que les gens étaient vraiment nombreux. Moi, j'ai pu me rendre compte moi-même, je suis arrivé, j'étais en tête de la marche et quand je me suis retourné, nous nous sommes arrêtés pour faire le point en regardant derrière nous. J'ai vu qu'il y avait du monde jusqu'au-delà
de la 7e rue. Alors Kinshasa, c'est environ 7 millions, 10 millions d'habitants. Si vous mobilisez 10 000, c'est moindre par rapport, Je n'ai pas dit qu'on était 10 000, on était largement au-delà de 10 000, mais ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est-à-dire que quand même, on doit jauger votre force de mobilisation. Si Tout on à doit fait. comparer la mobilisation de ce week-end par rapport à la mobilisation du temps de Tshisekedi, vous étiez en deçà de... Est-ce que vous vous souvenez que c'est depuis longtemps qu'il y a eu une marche comme ça contre la politique du gouvernement? Si nous ne sommes pas en campagne électorale, où les gens se sentent un peu plus protégés, mais là, c'est après qu'on ait réprimé de la manière la plus violente la marche qui était programmée pour le 13 septembre. Et c'est pour la première fois. Beaucoup de gens, on les a vus, ils étaient le long de la route, ils nous acclamaient, ils nous encourageaient, mais ils ne voulaient pas, ils étaient craintifs, ils se doutaient que ça va se terminer convenablement. Mais il fallait maintenant que nous, les leaders, les responsables politiques, nous avions tous nos leaders dans la marche, et nous avons donné l'exemple que pour une fois, nous ne sommes pas restés à la maison. Nous avons marché avec nos militants, avec nos membres. Soit dit en passant, il y a eu, semble-t-il, beaucoup de vols de téléphones, d'argent. Il y a eu des gens qui sont tombés aussi par asphyxie, semble-t-il. Apparemment, vous n'aviez pris aucune disposition pour tout ce qui devrait arriver. Je ne sais pas comment quelqu'un pouvait aller faire la marche avec son arsenal téléphonique, avec de l'argent. L'argent viendrait d'où nous sommes de l'opposition, on n'a pas d'argent. Donc, nous, on est partis comme ça. Bon, qu'il y ait quelques petits cas Monsieur Pierre, ce n'est avec pas les parce qu'on est de l'opposition qu'on ne doit pas avoir l'argent. Mais déjà, le pays lui-même déjà le pays lui-même, Luc Kabongatre, le pays lui-même n'a pas d'argent et l'opposition va avoir l'argent. Hein? Nous sommes dans une situation de sinistre très avancée sur le plan financier dans ce pays et ça ne date pas d'hier. Mais nous allons en venir là. Ouais. Alors, Monsieur Pierre, vous avez marché pour dire non à la révision constitutionnelle. Vous avez l'impression que votre message est passé ou est-ce que vous serez entendu par ceux à qui votre message a été adressé? Nous pensons que notre message a été entendu. La dernière fois que vous m'aviez reçu ici, je vous disais que j'avais des informations selon lesquelles le régime voulait par tous les moyens réviser la Constitution. Vous m'aviez expliqué, dit non, mais tel avait dit qu'on ne va pas réviser, tel autre a répété et tout ça. Le président, jusqu'à présent, il reste constant. Vous parlez de quel président? Le président de la République. Il a dit qu'il ne va pas réviser la Constitution. Non, il a dit. Il y a un débat. Sa priorité, ce n'est pas la révision constitutionnelle. Je ne sais pas où est-ce qu'il l'a dit. La preuve, oui. Si vous voulez, nous entrons directement dans le discours du président. Quand il s'adresse à la communauté internationale, il passe sous silence votre question de révision constitutionnelle parce qu'il considère que cela ne le préoccupe pas pour l'instant. Non, il entretient un peu l'ambiguïté. C'est comme s'il essayait de voir où est-ce que la balance va pencher. Et c'est ce que nous sommes en train de voir et c'est la raison pour laquelle nous continuons à insister pour demander à tout notre peuple de se mobiliser et le peuple est en train de se mobiliser. La preuve, c'est qu'ils sont en train déjà d'abandonner le projet de recours au référendum parce qu'aujourd'hui, la mobilisation est telle sur cette question que dans aucune province, je dis bien dans aucune province, le principe de la révision de la Constitution, des modifications de la Constitution ne passe pas. Et donc voilà, maintenant, il voudrait faire un passage en force au niveau du Parlement, c'est-à-dire de 2 chambres réunies en congrès. Mais là aussi, il y a une difficulté. Je ne sais pas comment ils vont le faire. D'après ce que nous avons appris, et ça a été diffusé, dit à haute voix, il y a eu des textes initiés par le gouvernement démissionnaire qui a la charge des affaires courantes. Ce gouvernement démissionnaire a-t-il le droit d'initier de projets de loi portant modification de la Constitution? C'est une aberration, ça ne se fait pas. Ce gouvernement ne peut pas le faire, c'est anticonstitutionnel. Cela ne rentre pas dans ses missions de gestion des affaires courantes. De la même façon, en ce qui concerne le Sénat, ce Sénat est hors délai. Ce Sénat est en train de siéger en marge de prérogatives lui reconnues par la Constitution. Est-ce que c'est ce Sénat-là qui va siéger en
en congrès avec l'Assemblée nationale pour réviser la Constitution? Je ne pense pas. Donc, même de ce côté-là, ils sont coincés. Il n'y a pas de possibilité de réviser la Constitution aujourd'hui. Monsieur Kangoudia, ce qui m'étonne, c'est qu'on dirait, vous voyez et vous ne regardez pas. Oui. Ou vous regardez et vous ne voyez pas. Soyez un peu plus clair. Clairement, vous dites, ce gouvernement-là est démissionnaire. Oui. Depuis bientôt 10 mois. Oui. Ça veut dire qu'on a dépassé un semestre. Donc, on va vers une année. Le gouvernement est aux affaires. Il continue à poser des actes qui engagent la République. Les ministres effectuent des voyages. Le Sénat est là. C'est le 2e ou 3e mandat. Mais vous lui déniez ou vous leur déniez la légitimité de poser des actes au nom de la République. Ça ne tient pas la route, monsieur Kangoudia. Mais le gouvernement ici, les gens ont déjà perçu leurs indemnités de sortie. D'après les informations à ma disposition, la police a déjà reçu des consignes pour qu'on ne puisse plus toucher aux biens de l'État dans les différents cabinets parce qu'ils sont réputés démissionnaires. Aujourd'hui, ils n'ont même plus la charge des affaires courantes. Normalement, cette charge devrait revenir aux secrétaires généraux de l'administration publique. Ce gouvernement est totalement démissionnaire. Les titres de paiement ont été déjà exécutés. Les gens ont perçu leurs indemnités de sortie. Donc, à partir de ce moment-là, ce gouvernement ne peut plus, normalement, ne peut plus rien faire. C'est une aberration. Ce sont des choses anormales qui se passent dans ce pays. Pour un pays que l'on voudrait être debout, on devrait ne serait-ce que commencer par respecter ses propres lois, et notamment la loi fondamentale. Vous y êtes. Le chef de l'État dit que aujourd'hui, la République démocratique du Congo est debout à comparer à 13 ans, période ou année à laquelle il venait aux affaires. Vous ne croyez pas que Kabila a bien vendu le pays? Bon, c'est vrai que quand vous faites la comparaison entre la RDC de 2000 avec la RDC de 2014, c'est tout à fait évident qu'il y a quand même des changements. Ça, on le lui concède. Des changements positifs, il faut le dire. Positifs peut-être dans le sens où il y a plus beaucoup de présence des militaires étrangers sur notre territoire national. Mais des îlots d'insécurité continuent, persistent sur le territoire. Pas plus tard que ce matin, j'étais en train de suivre de la situation dans le Nord Kivu, la situation dans le Sud Kivu. On parle de la présence des militaires burundais vers les hauts plateaux là-bas, la plaine de la Ruzizi et tout ça. On parle de la présence des militaires burundais qui sont venus combattre les FNL. Et RFI a été très clair là-dessus. Ils ont dit non, ils sont présents. La société civile en a parlé. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'insécurité. Dans le Nord Kivu, vous avez le FDLR qui contrôle des pans entiers et de certains territoires de cette province. Ça, ce sont des réalités. Nous sommes dans une situation, peut-être pas de guerre ouverte, mais comme le disent les jeunes de la Lutia, là-bas, c'est une grosse association de jeunes gens dans le Nord Kivu, que les provinces du Kivu sont dans une situation de ni paix ni guerre. Voilà la situation, la vraie, et celle que nous sommes en train de connaître à l'est de la République en ce moment. Et pour vous, si le président de la République dit « nous sommes debout », c'est du bluff, c'est du vent? Bon, non, ça c'est destiné à la consommation extérieure. Sur le plan international, il peut le dire, c'est pour le bien du pays, mais la réalité dans notre pays est tout autre. Donc, moi, je suis en train de vous décrire, de vous dépeindre le tableau de la situation sécuritaire aujourd'hui dans notre pays. Oui, mais le chef de l'État ne dit pas non plus des choses en l'air. Il donne de preuves une croissance économique proche de 2 chiffres, une inflation quasiment nulle, c'est-à-dire 0, puis des initiatives telles que la construction des infrastructures scolaires, hospitalières, routières, j'en passe et des meilleurs, et que très prochainement,
au mois d'octobre, le président de la République va ouvrir des centres, pas un centre, des centres multidisciplinaires pour la formation du personnel médical pour faire face à des épidémies telles que Ebola, dont il a abondamment parlé sur la tribune des Nations Unies. Non, mais je vois bien que vous faites vraiment la synthèse de ce qu'a dit le président de la République à la tribune des Nations Unies. C'est une bonne chose, mais regardons maintenant la réalité. En ce qui concerne la santé, il n'y a pas longtemps, l'épidémie de la malaria, du paludisme, s'était déclarée dans le Sankourou, dans une localité de 7000 âmes. Plus de 3000 personnes ont souffert de la malaria. Et il y a eu plus de 1000 personnes, plus de 1250 personnes, dont 1000 enfants qui sont morts. Cette épidémie n'a jamais été combattue. Je me rappelle avoir entendu le gouvernement provincial se démener avec les moyens de bord pour combattre cette épidémie. Cette épidémie de la malaria a commencé comme ça à circuler petit à petit vers Lomela et puis est allé chuter dans Ikela qui est un peu à la lisière de Sankourou et tout ça. Partout là-bas, le palu se promenait sans entrave. Et vous voulez me dire que ça c'est un pays qui est vraiment pris en charge? C'est un pays qui est debout? La même chose, il y a eu une épidémie qui a explosé au niveau du Sangui, ça c'est dans la province orientale. Aucune prise en charge par le gouvernement. Au moment où nous parlons ici, il y a eu une épidémie de choléra dans la zone de santé de la Rouzizi, c'est-à-dire Sangué et les alentours. Les gens sont en train de mourir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'eau potable. Nous venons de faire plus d'un mois en Bujimaï, 3 millions d'habitants sans eau potable. On vient d'avoir des gens qui sont en train de mourir sur le lac Tanganyika, sur la rivière Loloua. Il y a beaucoup de naufrages dans notre pays. Quelles sont les dispositions qui sont prises pour mettre fin à toutes ces catastrophes? Rien. Pas plus tard qu'hier, j'étais en train de suivre la radio et j'ai entendu sur une chaîne concurrente de la vôtre que le pont sur la rivière Epoulou venait de s'écrouler et que le trafic est interrompu sur la nationale numéro 4, c'est-à-dire entre la province orientale et la province du Nord Kivu. Mais alors, quand les gens me disent que ça va, mais je ne sais pas de quel côté ça va. Maintenant, revenons aux chiffres qui sont publiés. C'est vrai que, d'après le rapport de la Banque centrale, nous aurions connu une croissance de plus de 8%, je sais pas. 8,8. 8,8%, c'était avant tout 8,5%, et puis maintenant on nous a dit que ça s'est même amélioré, tant mieux. Et que l'inflation est proche des zéro. Mais regardons d'abord les taux de croissance. Quel est le secteur porteur de croissance économique dans notre pays? C'est l'industrie extractive minière. Ce n'est que ça, c'est-à-dire que les gens viennent, ils creusent, ils ramassent le minerai et ils partent avec. À partir du moment où ça s'accélère et tout ça, c'est ce secteur qui est porteur, le premier secteur porteur de croissance économique dans notre pays, c'est l'exploitation minière. Et comment se fait cette exploitation minière? C'est-à-dire les gens viennent, ils prennent le minerai à l'état brut et ils partent avec. Et au niveau de la sortie de ces minéraux, la douane n'arrive à contrôler, ou plutôt les déclarations ne portent que sur 15% de la production minière. Vous trouvez que ça, c'est un pays vraiment qui est bien géré? Ça veut dire, vous voulez dire que la fraude est de 85%. Ces chiffres-là ne viennent pas de moi. Ça vient de qui? C'est publié partout, si vous vérifiez sur Internet, les organisations internationales, les douaniers même, tout le monde est inquiet. La fraude porte sur 85%. Ça, c'est un. Et quand nous analysons maintenant cette industrie minière et extractive, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, les gens viennent, ils achètent pour une bouchée de pain les actifs miniers, ils deviennent propriétaires des concessions minières, carrés miniers, je ne sais pas comment ils les appellent, et ils n'ont même pas l'argent pour investir là-dedans. Ils se rendent sur les places boursières, ils revendent
ces titres miniers, ces actifs miniers, ils font de la simple spéculation. Et ceux qui vont acquérir ces titres miniers, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent juste pour extraire le minerai à l'état brut. Et ces minerais est peut-être raffiné en Zambie, en Tanzanie ou en Afrique du Sud. Et là, la RDC perd tout ce qu'il y a comme minerai associé. Puisque quand on vous dit que c'est une mine pour l'exploitation du cobalt, mais quand on extrait le cobalt, vous avez des minerais associés, c'est-à-dire vous avez, si c'est le manganèse, les zinc, germanium, le tungstène, je ne sais pas, il peut y avoir, vous pouvez trouver même de l'or là-dedans. Et tous ces minerais associés, vous les perdez. Vous perdez sur les plus-values. Pourquoi sur la plus-value? Pourquoi? Parce que le cours de minerais, les minerais à l'état brut coûtent de l'eau moins cher que quand il est raffiné. Vous perdez sur le rendement de la main-d'œuvre qualifiée. Pourquoi? Quand vous avez des ingénieurs, et nous en avons beaucoup ici, qui sont en train de chômer, ces gens ne peuvent pas être employés, ils ne peuvent pas se perfectionner avec une certaine expérience dans les domaines qui sont les leurs, tout simplement parce que notre pays n'a pas pris les précautions de faire en sorte que les minerais soient raffinés sur place pour pouvoir utiliser cette main-d'œuvre qualifiée. Vous perdez donc sur ce point-là, j'ai dit, vous perdez sur la plus-value à laquelle vous ne participez pas, vous perdez sur les projets à effet structurant. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand les gens viennent exploiter les minerais chez nous, ils détruisent l'environnement, ils disparaissent avec nos richesses. Et voilà, nous restons les bras ballants et nous n'avons rien. Nous sommes en train de dire que cette manière de faire, ça c'est de la prédation. Ça, ce n'est pas la bonne. Et maintenant, quand vous regardez maintenant les résultats de cette croissance économique, et cette croissance est sans effet induit sur le reste de l'économie, c'est la vraie question que nous devrions nous poser. Aujourd'hui, quand je parle avec les banquiers, ils disent qu'il n'y a pas d'argent. Ils parlent de l'assèchement des liquidités au niveau des banques. Il n'y a pas d'argent. Vous parlez avec les hôteliers, ils vous disent qu'ils n'ont pas d'argent. Ceux qui sont dans les secteurs de la distribution, ils vous disent qu'ils n'ont pas d'argent. Tout le monde dans l'alimentaire, ils vous disent qu'il n'y a pas d'argent. Les transporteurs, ils disent qu'il n'y a pas d'argent. Mais de l'autre côté, on a enregistré la croissance de 8,8%. Qu'est-ce qui se passe? Alors, nous sommes en train de dire, soit on investit dans des secteurs improductifs, est-ce qu'on est en train d'acheter des armes ou des choses comme ça? Ou alors, tout simplement, il y a une ponction nette de richesse. C'est-à-dire que ce qui est vendu par l'exportation de nos minerais, en retour, nous n'avons pas les produits de cette vente-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'argent qui rentre pour alimenter les autres secteurs de l'économie. C'est ça la vérité. Non, monsieur Pierre, là, je ne vous suis pas, franchement. Parce que quand vous prenez le rapport sur la politique monétaire de la Banque centrale au premier semestre 2014, il y a une nette croissance de l'exportation. Elle passe de 13,9 milliards en francs congolais à fin juin 126,6 milliards. Donc à la même période, l'accroissement a accru de plus ou moins 45,8%. On n'a jamais vu ça, monsieur Kangoudia. Mais non, mais vous êtes en train de dire la même chose. Non, vous êtes en train de dire la même chose que moi. Vous êtes en train de parler des exportations. Oui. De quel secteur parlez-vous? Moi, je vous dis que l'exportation, c'est vrai, elle a connu une augmentation avec le boom minier. Oui, mais ça, c'est la vérité. Mais ça et donc, quand même. On valorise ces exportations. On vous dit, bon, comme nous avons l'exportation captée et d'autant, on vous donne la valeur de ces exportations, c'est ce dont je vous dispose. Maintenant, moi, j'analyse les chiffres. Je suis en train de vous dire que c'est vrai qu'il y a eu d'exportation. C'est justement votre analyse qui retient mais en retour, il n'y a pas d'effet induit, c'est ça la vérité. Allez vérifier dans des banques. Ça, c'est de l'économie réelle. Moi, je ne suis pas en train de vous parler de théorie. Je suis en train de vous parler de l'économie réelle. Allez dans des banques, on vous dit qu'il n'y a pas d'argent. Allez chercher un crédit là-bas.
Comment vous allez financer l'économie si les banques n'ont pas d'argent? Il n'y a pas de liquidité. L'assèchement est total. Allez vérifier les opérateurs économiques qui sont en relation d'affaires avec l'État ont vu leurs créances sur les trésors publics gelées faute d'argent. Vérifiez chez les opérateurs économiques. Ceux qui payent la TVA remboursable n'est pas remboursée. Donc tous ces chiffres, toutes ces performances, elles sont des performances sur le papier. C'est la raison pour laquelle je dis, la vérité c'est que il y a augmentation de la production minière, il y a exportation. Ça, même s'il y a en même temps une fraude qui représente 85% de cette exportation. Mais maintenant, le produit de cette exportation, l'argent que nous sommes censés avoir gagné grâce à ces exportations. Cet argent ne semble pas être revenu sur notre territoire, n'est pas rentré dans les circuits officiels. Non, c'est ça la vérité. C'est là mon problème, Monsieur Pierre. Regardez bien l'opinion des téléspectateurs. Oui. Depuis 1960, année de notre accession à la souveraineté nationale et internationale, citez-moi un gouvernement qui a construit 1000 écoles. Citez-moi un gouvernement qui a réhabilité ou construit autant de kilomètres de routes macadamisées. Citez-moi un gouvernement qui a su maîtriser le cadre macroéconomique. Comme ça, et moi et l'opinion, on va vous croire. Je trouve que tout ça, c'est un peu superficiel d'aller dans ce genre. Regardez, quand le maréchal Mobutu construit Inga, vous voyez un peu le sacrifice qui a été consenti. Vous voyez ce que ça représente. Vous voyez ce que ça coûte construire Inga. Inga, c'était construit par quel fonds? Hein? C'était construit avec la grâce de quel fonds? Non, c'est construit pendant la gestion du maréchal Mobutu. Ça, c'est ce que je veux vous dire. Quel fonds? Je n'ai pas d'éléments pour vous répondre. Il ne faut pas que je suis sur un plateau. Je ne dois pas raconter des choses que je n'ai pas vérifiées. Mais je sais que c'est construit pendant le règne du maréchal Mobutu. N'est-ce pas? Et le maréchal Mobutu ne s'est pas arrêté à Inga. Il a construit Inga Shaba, la ligne la plus longue de transport du courant alternatif sur la Terre. Il a réalisé de telles performances. Avec le résultat que vous connaissez aujourd'hui, on exporte l'électricité. Il fallait continuer. Quand vous regardez les effets de ces investissements-là, est-ce qu'on peut raconter des histoires aujourd'hui qu'on a construit des routes, on les a construites où? Vous parlez de la voirie dans la ville de Kinshasa. Non, pas seulement. Vous parlez de la voirie dans la ville de Kinshasa. Quand vous parlez de la route qui va vers Kikwit, mais je vous assure que la grande partie de cette voie a été construite par l'Union européenne, avec le fonds de l'Union européenne, pas la RDC. Autant le barrage d'Inga a été construit par le financement japonais aussi. Ça, je ne pense pas. Moi, non, ça c'est le pont maréchal Mobutu. Oui, mais ça le pont maréchal, non, le pont maréchal Mobutu, ça c'était les Japonais. Mais je parle de Inga. Inga n'a jamais été construit par les Japonais. Non, c'est archi faux. Non, je parle du pont maréchal. Le pont maréchal, oui, mais moi je ne vous parle pas du pont maréchal, je vous parle de Inga, le barrage hydroélectrique d'Inga. Moi je ne vous parle pas de pont. Alors, Monsieur Pierre, vous voulez dire vous êtes en train de me dire que a été construit par le financement propre de l'ex-Zaïre? C'est l'information que j'ai et je vais la vérifier. Me semble-t-il. Non, c'est ça. Et vous avez Inga Shaba, construit par Ergo Invest, je crois que c'était avec. C'est avec les fonds propres de la République démocratique du Congo. Ça, je peux vous le dire, en ce moment-là, j'étais déjà fonctionnaire au ministère des Finances et je me souviens des titres de paiement qui étaient déposés régulièrement. Les gens, le Fonds monétaire, la Banque mondiale, tout le monde criait non, c'est une perte d'argent. Le barrage et la ligne Inga-Shaba. Le barrage et la ligne même, les gens ne voulaient pas que le maréchal construise ce barrage. Il disait que c'était une perte de moyens, qu'on versait l'argent. Mais aujourd'hui, on se rend compte que sans l'électricité, sans énergie, aujourd'hui, on ne peut pas se développer. Voilà, ça c'est la vérité. Maintenant, quand nous allons vers le taux d'inflation qui est proche de zéro, mais ça veut dire tout simplement ceci. Ça veut dire que le volume des transactions, le volume d'échanges commerciaux
a tellement baissé dans ce pays. Le volume d'affaires a tellement chuté que nous sommes pratiquement, nous frôlons de ce côté-là carrément la récession. C'est ce que ça veut dire. Et vous voyez, les activités de l'industrie minière et tout ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Pour le reste, comme il n'y a pas d'argent, les gens ne vendent pas, les gens n'achètent pas. Quand je parlais avec les restaurateurs, ils me disent qu'ils ont perdu plus de 70% de leur chiffre d'affaires. Aller dans les secteurs alimentaires, c'est la même chose. Dans les hôtels, le taux de remplissage a chuté de manière vertigineuse. Au niveau des transports routiers, aller chez les camionneurs, ceux qui font la route Kinshasa-Matadi ou Kinshasa-Boma et tout ça avec des conteneurs, il y en a qui ont fermé. C'est ça la vérité. Quand vous parlez de routes, je regarde la route dont on nous avait parlé avec même les agents de Foner installés là-bas, la route Kisangani, Bunya, Goma. Mais je viens de vous parler, le pont sur la rivière Ipulu est cassé, le transport s'est arrêté. Et même bien avant, nous avons vu le président de la République lui-même s'embourber, passer des jours sur la route parce que la route là n'est plus en bon état. Ce sont là les routes dont on rabâche les oreilles, on nous dit que non, les routes ont été construites et tout ça. C'est non, c'est du saupoudrage, c'est de la poudre. Alors, M. Pierre, vous croyez par exemple que récemment nous avons vu les investisseurs allemands venir au Grand Hôtel? Ça, c'était aussi de la fiction, c'était du saupoudrage, comme vous dites? Non, ils sont venus dans une mission de prospection pour voir quelles sont les opportunités d'affaires. Mais ils étaient satisfaits, ils l'ont dit. Bah oui, mais ils ne pouvaient pas venir de l'Allemagne, venir ici avant de repartir, pour dire que non, nous sommes mécontents. Non, là, ils ont tenu un discours tout à fait diplomatique, c'est normal. Maintenant, voyons les effets après leur passage ici. C'est ça ce qui compte. Ne nous contentons pas des effets d'annonce. Alors, dans son discours, le président dit aussi pouvoir organiser les élections selon le calendrier de la CENI. Dans l'entretemps, la CENI, par son président, l'abbé Malou Malou, annonce ce que vous aviez demandé, la publication d'un calendrier global. Est-ce que ça vous satisfait? Nous ne nous contentons pas des effets d'annonce. Je viens de vous le dire à propos des investisseurs allemands. Voyons la chose quand elle sera déjà prête sur la table. Nous allons l'analyser. C'est en ce moment-là que nous allons nous prononcer. Vous vous souvenez, j'étais ici la dernière fois, vous m'aviez surpris avec une question sur la Cour de justice, la Cour des droits de l'homme, la Cour africaine des droits de l'homme, et tout ça, mais je vous avais dit que, voilà, et quand je pose la question à nos juristes, ils me disent, mais vous savez, cette Cour-là, peut aller plaider devant cette Cour, pour aller plaider devant cette Cour, il faut être le représentant de l'État membre de l'Union africaine. Ça veut dire que vous devez être l'État ou le gouvernement congolais pour aller plaider là-bas. Vous voyez comment un peu les choses ont été construites de manière à exclure toute éligibilité des personnes qui ne disposent pas du soutien, ou si vous voulez, qui n'ont pas été présentés par leur État. Alors, M. Pierre, pendant que le président de la République tient son discours, pendant que l'opposition manifeste, cela coïncide de très près avec la rentrée parlementaire qui est en réalité une rentrée essentiellement budgétaire. Est-ce que vous craignez que la question de la révision constitutionnelle puisse ausculter les débats sur le budget de l'État, qui est une question importante aussi? C'est tout à fait normal que la session ici, à l'époque on l'appelait la session d'octobre, maintenant c'est la session de septembre, c'est une session essentiellement budgétaire. C'est ça la vérité. Mais ils n'ont qu'à déposer le budget qu'ils évaluent d'ailleurs à 9 milliards. Et quand même le président de la République dit que nous sommes un pays debout. Mais la République démocratique du Congo, c'est 2 345 000 km². C'est plus de 70 millions d'habitants. Quand on a un budget de moins de 10 milliards
Et encore que notre capacité de mobilisation des recettes à l'interne n'est que de plus ou moins de 5 milliards. Le reste là, nous comptons sur les partenaires pour venir nous aider. Alors quand on a un budget aussi modeste, on devrait vraiment l'être aussi même dans la façon de parler. C'est le seul conseil que moi j'aurais pu donner au chef de l'État. Maintenant, bon, je n'ai aucune crainte, je sais qu'il appartient à l'exécutif, même si c'est un exécutif démissionnaire, il a la responsabilité d'aller déposer un projet de budget devant le Parlement. Ça je ne vois pas qu'est-ce qui peut occulter. Vous pensez que cette année, ça va s'améliorer, pensez-vous? Avec toutes ces performances. Mais non, il n'y a pas d'argent. On est en train de vous parler des performances ici qui remontent à 2013. En réalité, aujourd'hui, peut-être qu'il va y avoir, il y a eu augmentation peut-être de la production minière. On vous dira que non, les taux de croissance est toujours... Je vous ai dit que le seul secteur porteur de croissance ici, c'est le secteur minier. Mais au niveau de la mobilisation de recettes, il y a des problèmes aujourd'hui. La direction générale des impôts ne sait pas respecter les assignations. La direction des douanes et accises, la même chose. La DGRAD, mais c'est des services qui ne savent pas mobiliser de recettes aujourd'hui. Mais moi, je ne vois pas d'où viendrait donc vous pensez que le budget 2015... il est compromis comme l'a été le budget 2013. Le budget 2013 n'a pas été exécuté comme on devait s'y attendre. La situation, elle est catastrophique. Alors, Monsieur Pierre, vous dites catastrophique, mais on voit le gouvernement en train de réaliser certains projets importants. Bukangolonzo, en l'occurrence, où le gouvernement a dû débourser près de 80 millions de dollars, ça ne compte pas pour vous? Je me pose toujours la question, mais il y a eu une difficulté dans la manière de gérer chez nous ici en République démocratique du Congo. D'où sont venus les 85 millions qui ont été investis dans les projets de Bukangolonzo? Ça, c'est la première question que nous pouvons nous poser parce que... Non, on a dit sur fonds propres. Ben, oui, mais c'est ce que j'avais dit. Sur fonds propres, c'est-à-dire c'est sorti de quelle poche? Mais les chiffres sont là, monsieur Pierre. Je suis d'accord. Non, moi je vous dis que non, je crois que l'argent est sorti 85 millions. Oui. Mais c'est sorti d'où? Puisque normalement, le gouvernement devrait sortir cet argent du compte général du Trésor. Or, le compte général du Trésor n'a jamais été débité de 85 millions destinés à Bukangolonzo. D'où est sorti cet argent? C'est ça la défi. Là, je suis en train de parler déjà de cette constellation de comptes de l'État non contrôlables et non contrôlés dans les différentes banques. Ça ne facilite pas la gestion de l'État. C'est ça. C'est même en violation grave du principe général de l'unicité des comptes et qui est le principe premier dans la transparence de gestion d'un État, d'une organisation, d'une entité. Chez nous, ici, ça n'existe pas. Alors, maintenant, revenons à Bukangolonzo. Vous sortez 85 millions pour aller investir dans le parc agro-pastoral ou agro-industriel de Bukangolonzo. C'est une très bonne chose. Cela veut dire que vous faites de tous les Congolais qui sont dans les entours, là, ils deviennent des salariés. Ça, c'est le système de kolkhoz, de triste mémoire en Union soviétique. Non, ça ne ressemble pas aux kibbutz, ce ne sont pas des coopératives, même pas en Israël, même pas des sovkhozes. Ici, on devrait plutôt prendre l'exemple des kibbutz. C'est-à-dire qu'on organise les paysans. Ils sont propriétaires des moyens de production. Vous les encadrez, vous les financez, vous continuez à les encadrer jusqu'à l'écoulement, vous les organisez en coopérative jusqu'à l'écoulement de leur production. Alors à ce moment-là, vous pouvez avoir des performances. Il y a des histoires de transformer les gens en fonctionnaires, en salariés. Et entre-temps, vous avez les autres paysans qui continuent, non c'est très important, qui continuent à produire avec des moyens de bord. Vous les cassez parce qu'ils ne sauront pas faire la concurrence à cette production subventionnée par l'État. C'est une aberration. On ne peut pas avoir une telle politique. Monsieur Pierre, l'autre fois, vous dénonciez les taux très élevés du chômage chez nous. Est-ce que l'initiative du gouvernement ne résorbe-t-elle pas une bonne partie du chômage, même à Kinshasa, parce que les jeunes qui travaillent là-bas viennent
certains de Kinshasa, d'autres de Bandundouville, des villages bien sûr, ainsi de Et suite. que deviennent les paysans aux alentours de Bukangalozo, que deviennent les paysans dans les Kwango, Mais que ils deviennent travaillent les aussi paysans. là-bas. Mais non, vous prenez les bras valides, mais tous les papas, toutes les mamans, ceux qui vivent de produits de champs, ils ne sauront plus vendre cette production-là parce qu'ils ne sont pas à même de faire face à la production subventionné par l'État. C'est très grave. Je suis en train de vous parler, c'est une aberration. Cette affaire a été mal étudiée et c'est vraiment, son avenir me paraît totalement compromis. Véritablement vous entendre parler, Monsieur Pierre, on aurait cru que si vous étiez aux affaires, les choses allaient se réaliser comme si vous étiez Dieu le Père Tout-Puissant. Non, ça je suis en train de faire le travail de l'opposition. Je vous dis qu'en matière agricole, faites comme l'Ouganda, faites comme le Kenya, faites comme le Mali, faites comme le Burkina Faso, faites comme la Côte d'Ivoire, faites comme le Ghana, faites comme le Cameroun. Mais aujourd'hui, on ne peut plus réinventer la roue, s'il vous plaît. N'allez pas nous inventer des kolkhozes. Monsieur Pierre, regardez votre public sur ce écran. Soyez positif, parce qu'il faut l'être quelque part. Dites-nous, qu'est-ce que le chef de l'État a dit du bien à la 69e session des Nations Unies? Qu'est-ce que le gouvernement a pu faire, ne fût-ce qu'un seul point de bien à vos yeux? Et vous concluez par là. Je ne sais pas, en ce qui concerne l'allocution du chef de l'État à la 69e session des Nations Unies, je continue à chercher. Peut-être qu'il y a des choses positives qu'il a pu dire que je n'ai pas encore trouvées. Je suis en train de chercher. Rien. Oui, pour ce gouvernement qui a bénéficié des effets de croissance dont il n'est pas responsable. Ce sont des effets qui ne viennent pas du fait du travail réalisé par le gouvernement. Et le gouvernement ne l'a jamais dit. Hein? Le gouvernement ici aurait fait de mieux utiliser le moyen de l'État pour développer ce pays. Mais ça, je n'ai pas encore trouvé et je ne suis pas ici pour mentir. Personnellement, je n'ai rien trouvé de positif. De tout cœur, je vous remercie, Monsieur Pierre Kangoudia. Je rappelle que vous êtes le secrétaire national à l'UNC. Vous êtes chargé de relations avec les partis politiques et vous êtes aussi chargé des suivis. Je vous remercie de votre disponibilité et à la prochaine. Vous serez toujours le bienvenu. Je vous remercie, vous aussi, très chers téléspectateurs, téléspectatrices, d'avoir suivi cet entretien. Le dernier mot vous appartient, au fait, et en réalité, jugez-en et tirez les leçons que vous pouvez. Je remercie enfin toute l'équipe de production, l'équipe technique. Merci à vous toutes et à vous tous. À la prochaine. Au revoir, monsieur.